Bienvenue à Perpignan, épicentre du photojournalisme. C'est la 30e édition du festival Visa pour l'image. Il nous permet de prendre le pouls du monde à travers les photographies des plus grands professionnels. De rencontres en conférence, plus de 1500 photos sont à découvrir. Voyons quelles sont les clés du succès de cet événement. Pour cette 30e édition, le festival de photojournalisme est fidèle à sa marque de fabrique. Donner à voir ce qu'on n'a pas envie de regarder. Parmi les 25 expositions en accès libre, des images des vies bouleversées par les conflits, des endroits de la planète devenus inhabitables car contaminés par l'homme, ou encore des clichés terrifiants de ce qui se retrouve dans nos assiettes. Jean-François Leroy, en Don Quichotte moderne, est l'œil de ce festival. Oui, on est un festival militant. On est un festival militant parce que prendre parti contre, par exemple, sur les migrants, on considère que l'Europe, l'Union européenne, n'a pas réagi comme elle aurait dû face à la crise. On prend parti souvent dans des conflits. Par exemple, cette année, on montre l'Irlande, mais du côté de Bobby Sands et des grévistes de la faim. On fait plus souvent, je dois l'admettre, des sujets qui concernent la bande de Gaza que la glorification de Tsahal. Donc oui, on a un côté militant, mais est-ce qu'un côté humaniste, être humaniste, est-ce que c'est être militant? Je ne sais pas, je ne crois pas. Autre caractéristique de Visa pour l'image, les plus beaux lieux de la ville et parfois les plus insolites sont investis pour accrocher les photographies. Sur les murs du couvent des Minimes, les clichés de Véronique de Viguerie sur son travail au Yémen, la guerre qu'on nous cache. Il lui a valu le Visa d'Or News, un des prix les plus prestigieux du photojournalisme. Dans son objectif, les civils piégés par un conflit à huis clos. Ça nous a pris 1 an avant d'avoir tous les visas, les autorisations. Pour prendre l'avion, il faut une autorisation de l'Arabie Saoudite qui n'a absolument pas envie d'avoir de médias qui viennent rapporter ce qui se passe dans le Yémen du Nord. Et après, on a dû passer illégalement avec un passeur en étant caché sous des abayas de Aden à Sanaa. Et en fait, une fois que nous sommes arrivés dans le nord du Yémen, on s'est rendu compte que les Houthis voulaient absolument nous utiliser dans leur propagande. Et à partir du moment où on a décidé de sortir de leur emprise, ils nous ont plusieurs fois pourchassés. Je pense que c'est un travail extraordinaire. C'est le monde, voilà, tel qu'il est aujourd'hui. Pas très beau, non. Ça montre de façon non manichéenne la situation sur le terrain. Là, on voit les choses différemment et on le voit aussi du côté des populations civiles. Quelques 200 000 visiteurs en moyenne arpentent les différents lieux de Visa pour l'image. Un festival comme une fenêtre ouverte sur le monde. Parmi les sujets d'actualité traités ici à Visa pour l'image, la crise des migrants. Bonjour Paula Brunstein. Vous êtes une photojournaliste américaine et vous témoignez depuis 2012 des persécutions et des discriminations dont est victime la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie. Sur l'année 2017, 700 000 d'entre eux ont fui vers le Bangladesh. Sur quoi vous êtes-vous concentrée pour cette exposition? J'y suis allée en mission pour plusieurs médias, pour Getty Images, pour le Washington Post. Je voulais montrer les conditions dans lesquelles vivent ces pauvres gens. Ils n'ont pas accès aux soins médicaux, n'ont pas d'emploi et ne peuvent même pas circuler librement. Ils vivent comme des apatrides en Birmanie, même si pour beaucoup d'entre eux, leur famille vit là depuis des dizaines d'années. C'est un sujet très difficile à couvrir. 2 reporters birmans de l'agence Reuters viennent d'être condamnés à 7 ans de prison par les autorités birmanes pour atteinte au secret de l'État. Ils avaient enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée birmane. Quelles précautions avez-vous pris pour réaliser ce reportage? Pour ce qui est arrivé aux 2 journalistes birmans, il est clair que nous, en tant que journalistes étrangers, n'aurions pas été traités de la même manière. Je pense que le gouvernement birman a envoyé un message très clair aux médias locaux. On vous a à l'œil. Fondamentalement, c'est un grand pas en arrière en matière de liberté de la presse. La Birmanie est un énorme problème.
Parce que maintenant, si un journaliste comme vous ou moi souhaite s'y rendre et observer ce qui se passe dans ces camps, parler à des Rohingyas qui ont dû quitter leur région, on sera placé dans une visite organisée spécialement pour les médias, qui, on le sait bien, sont une vaste blague. L'ONU a accusé l'armée birmane de génocide à l'encontre des Rohingyas, rapport rejeté par la Birmanie. Qu'avez-vous constaté ? Regardez les coupables. Vous savez, les preuves à leur encontre sont indiscutables. Toutes les interviews menées par les Nations Unies, les images, que ce soit les images satellites ou les photos prises par les Rohingyas grâce à leur téléphone portable. C'est incroyable, vraiment. Et les Nations Unies doivent continuer à faire pression. Et j'espère que ça portera ses fruits. Parce qu'il ne faut pas que le régime militaire birman reste impuni. Ça enverrait un message très négatif à tout autre régime militaire qui perpètre ce genre de crimes de guerre comme le viol. Vous savez, depuis des années, et dans bien des pays, le viol a été utilisé comme une arme de guerre. C'est aussi pour ça que je continue à couvrir la crise des Rohingyas. Certaines de ces femmes qui ont été violées l'année dernière ont soit dû avorter ou ont maintenant accouché. Paula, je vous retrouve dans un instant. On s'intéresse maintenant au travail d'un autre photoreporter, Olivier Jobard. Lui aussi connaît bien le sujet des migrants. Il fut l'un des premiers à documenter le parcours de l'exil des réfugiés. Il choisit cette année d'exposer le portrait d'un jeune migrant afghan rencontré par hasard en 2010 sous les ponts de Paris. Aujourd'hui, ils sont devenus amis. L'exposition s'intitule « Ghorban, né un jour qui n'existe pas ». J'ai rencontré Ghorban par hasard, près du canal Saint-Martin. Il venait juste d'arriver à Paris, il avait 12 ans, il avait fait un voyage horrible à travers 6 pays. Il m'a attendri, je sentais qu'il avait envie de témoigner de sa situation. De la rue au foyer, jusqu'à son entrée dans l'âge adulte, les photos d'Olivier Jobard retracent le parcours de Ghorban, jeune Afghan arrivé seul en France en 2010. Scolarisé à 14 ans, sans parler un seul mot de français, Ghorban décroche tout à la force du poignet, jusqu'au bac professionnel. Aujourd'hui, apprenti technicien de laboratoire, il découvre la série de photographies. Aller à l'école, c'était la chose que je voulais depuis que je suis enfant. Même en Afghanistan, je voulais partir à l'école et personne ne voulait m'envoyer. Et parce que voilà, ils n'avaient pas les moyens. Moi, je travaille. Olivier Jobard a saisi des instants de la vie d'un adolescent qui était rejeté en Afghanistan car orphelin de père. À la demande de Ghorban, il est devenu son parrain républicain. C'est quoi leur action ? Ce qui m'intéresse, c'est Ghorban, c'est son parcours, c'est sa vie justement sur un temps. Et il n'y a pas besoin d'effets esthétiques en plus. Voilà, il faut que ce soit le plus neutre possible pour que Ghorban soit le plus vrai et le plus juste dans la photo. Né un jour qui n'existe pas, le 31 novembre, en raison d'une erreur de traduction sur son extrait d'acte de naissance, Ghorban a finalement obtenu la nationalité française. L'an dernier, pour les vacances d'été, il a voulu retourner en Afghanistan. Olivier Jobard l'a accompagné. C'est sans doute la photographie la plus émouvante de l'exposition, sa mère qui le tient dans ses bras, comme un petit enfant. Retour avec vous, Paula Brunstein. Combien de temps avez-vous passé à photographier ces personnes et aussi à gagner leur confiance ? Les Rohingyas ont beaucoup parlé aux médias. Ils sont traumatisés par ce qui leur est arrivé. Ils ont traversé l'enfer et certains ont perdu la moitié de leur famille. Donc vous avez dû travailler rapidement ? Oui, il faut agir vite, mais il faut aussi avoir de la sensibilité et de la compassion pour les gens qu'on interroge. Ces gens, comme je l'ai dit, vivent dans des camps de fortune, des endroits surpeuplés qui empêchent toute forme de vie privée. Ils vivent dans des conditions rudimentaires et beaucoup ne savent pas ce qu'il va leur arriver. Paula, vous avez gagné de nombreuses récompenses pour votre travail au fil des années, et notamment l'une des plus prestigieuses récompenses du photojournalisme, le World Press Photo. Pensez-vous que la profession de photoreporter est menacée ?
Oui, je le pense. Particulièrement quand on voit ce qui est arrivé à ces 2 journalistes birmans qui ont écopé de 7 ans de prison. Ou ce célèbre photojournaliste qui est actuellement en prison à Dhaka, Shahidul Alam. Il y a aussi tous les journalistes turcs arrêtés par la police. Et bien sûr, vous avez quelqu'un comme Trump qui déteste les médias, qui passe la moitié de son temps à s'en prendre aux journalistes, particulièrement aux États-Unis. Toute cette énergie négative contre les médias, ce n'est pas seulement dommageable, mais c'est dangereux pour nous qui essayons de faire notre travail. Parce que ça pourrait inciter les gens à se retourner contre nous, à tout moment. Merci infiniment, Paula Brunstein. C'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du web documentaire sur le Burkina Faso de la journaliste et du photographe belge Valentine Van Vive et Olivier Papegny. Ils ont remporté le Visa d'or de l'information numérique France Info pour Koglo-Ego, miroir d'une faillite d'État. Un web documentaire sur les milices d'autodéfense au Burkina Faso qui s'arrogent tous les pouvoirs. Pour nous, c'est ça. Donc la loi, vraiment, nous, on ne connaît pas trop. Les droits de l'homme, tout ça, non. Mais pour nous, nous, on trouve que cette loi-là favorise beaucoup les voleurs.